micro. Il est bien représenté le premier mode de vibration d'une membrane en forme de L ici. Alors en plus d'être un logiciel surpuissant, les créateurs se sont embêtés à lui trouver un logo approprié. Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation du logiciel MATLAB. Le but de cette vidéo est de vous faire découvrir l'interface et quelques bases nécessaires à son utilisation. Donc si vous ne savez pas vraiment ce que c'est que MATLAB, imaginez que c'est ça, mais en plus puissant et avec une interface graphique. Alors MATLAB veut dire Matrix Laboratory, ou en français laboratoire matriciel. Une matrice est un tableau de nombres avec un certain nombre de lignes, ou rows en anglais, et un certain nombre de colonnes, ou columns en anglais. J'espère qu'en anglais ça va à peu près pour vous, parce qu'il n'existe pas de version française de MATLAB, ni aucun patch ou quoi que ce soit à l'heure actuelle, malheureusement pour nous. Donc dans cette vidéo, je vais utiliser la version 2013A sous Mac, mais bien entendu c'est la même chose sous Linux ou Windows. Pourquoi la 2013A? Tout simplement parce que c'est la version que j'ai, et qu'elle est assez récente à l'heure où je vous parle. Alors deux petites choses essentielles pour utiliser MATLAB correctement, il faut écrire la syntaxe de chaque fonction correctement, ça évitera d'obtenir des bugs par la suite ou ce genre de choses. Et avant de vous lancer dans un programme de calcul, il faut préparer un plan de développement pour pouvoir gagner du temps et en fait retranscrire ce que votre cerveau fait dans le langage MATLAB, c'est-à-dire en programmant. Mais bon, je parle. Allez, on commence par l'interface. Qu'est-ce qu'on a lorsque l'on ouvre MATLAB pour la première fois? Alors, on va commencer par le haut avec les trois onglets, Home, Plot et Apps. L'onglet Home, c'est celui qui permet de créer des scripts, d'ouvrir les dossiers, d'importer les données, de gérer notre code, d'ouvrir Simulink, qui est un module dans MATLAB très puissant, d'organiser l'interface, l'environnement, et l'accès à quelques ressources. L'onglet Plot permet de tracer des courbes, et l'onglet Apps contient des petites applications supplémentaires à MATLAB assez utiles, comme par exemple le Curve Fitting qui vous permet de... Ah bah voilà, c'est écrit. Fit curves and surface to data. Bon, ça veut dire qu'en gros, vous lui donnez en entrée, voilà ce qu'il y a sur l'axe X, voilà ce qu'il y a sur l'axe Y, et essayez de me trouver l'équation de la courbe. Et le module MuPath qui est aussi très très pratique, qu'on verra plus tard. Voilà, alors ici, la barre qui est ici vous indique le dossier dans lequel vous êtes actuellement, qui s'appelle Current Folder, et dont la fenêtre est ici. Et c'est dans ce dossier que vous allez venir mettre vos codes MATLAB, et c'est là, et c'est dans ce dossier qu'ils vont s'enregistrer. Ici à droite, vous avez le Workspace, qui est une petite fenêtre vous montrant toutes les variables que l'on va utiliser. C'est comme la mémoire. Ici, la commande historique, qui est juste l'historique de commande. Et enfin ici, la commande window, qui est la plus grande des fenêtres, dans laquelle nous allons venir écrire nos premiers calculs. Donc des calculs très simples pour commencer, 2 plus 3, voilà, ça fait 5. Alors, lorsque l'on fait quelques calculs, voilà, là j'en ai fait qu'un, si on ne met rien devant le 2 ici, automatiquement MATLAB appelle la variable ans, pour answer en anglais, ou réponse. Donc 2 plus 3 ça fait 5, c'est là où on voit toute la puissance du logiciel. Et ici à droite dans le workspace, il y a une nouvelle ligne qui s'est ajoutée, voilà, qui est ans, qui est la réponse qui est la valeur, qui contient la valeur de ce calcul. Pareil si on continue et qu'on ne change rien, 3 fois 5, voilà, 15. Ici la valeur aura changé et la variable ans a remplacé sa valeur 5 par la valeur 15. Donc si on continue dans la lancée, 1 divisé par 2, ça fait 0,5, enfin 0,5 puisque MATLAB est un logiciel américain et donc il utilise le système anglophone pour écrire les variables. Donc pour lui, une virgule, c'est un séparateur, c'est l'équivalent d'un espace. Ce n'est pas la même chose que le système français, donc faites bien attention à ça. Si vous voulez écrire 0,6 plus 1, ça va faire 1,6. En revanche, si vous écrivez 0,6 plus 1, voilà, là il y a deux valeurs, 0 et 7. C'est parce qu'il va d'abord prendre cette valeur-là, il va dire 0, ok très bien, 0 c'est 0. Et ensuite 6 plus 1, donc ça fait 7. Et il ne faut pas oublier simplement que c'est un système américain et pas le système français. Alors si vous êtes un peu perdu dans les calculs, vous appuyez sur la flèche du haut, ça remonte dans l'historique de commande, donc ce qui est la petite fenêtre qui est ici. Et donc vous voyez que le dernier calcul qu'on a effectué c'est 0,6 plus 1, puis si j'appuie 3-4 fois dessus, eh bien, ça remonte dans l'historique de commande. En revanche, si vous faites ça, ici vous venez ici, vous cliquez sur cette petite flèche, Clear Command History, Yes,
Voilà, ça efface tout. Et si vous revenez dans la commande window et que vous faites O, bah, il n'y a rien. Il y a juste la date et l'heure à laquelle vous avez ouvert votre fichier. Tiens, première chose, on va essayer de diviser par 0. Voilà, ça donne 1, la valeur infinie pour le logiciel. Donc, il faudra faire attention à ça aussi, puisque pour nous, 1 divisé par 0, c'est impossible. Ça donne syntaxe error sur les vieilles calculatrices. Mais pour MATLAB, c'est pas incohérent. Inf, c'est quelque chose qui est défini dans sa mémoire. Donc, si on fait inf plus 2, forcément, ça va donner 1. Enfin, l'infini plus 2, ça fait l'infini. Et si on fait 1 divisé par inf, voilà, ça fait 0. Bon, ce qui est vrai. Et si on fait 0 divisé par 0, voilà, il nous met n à n pour not a number. C'est pas une erreur non plus, c'est juste que pour lui, c'est pas un nombre. Donc je sais pas ce que c'est, mais c'est pas un nombre. Il nous met n à n. Donc dans certains calculs, si vous à un moment vous retrouvez à diviser par 0 ou à avoir des valeurs un peu bizarres, MATLAB vous mettra pas d'erreur, il vous mettra soit n à n, soit inf. Alors on va commencer par créer nos premières variables. Une variable, c'est un petit espace dans la mémoire dans lequel on va venir stocker une valeur. Par exemple, a égale 1 ici, entrée. Voilà, ici, en haut, il y a une nouvelle variable, a, qui vaut 1, qui a été créée. Maintenant, on en définit une deuxième, b égale 4. Et voilà, ici, on a donc trois variables, a, ans et b, qui ont été définies ici au préalable, et qui contiennent chacun une valeur différente. Donc si on a envie de travailler avec les variables directement, on peut faire a plus b. 1 plus 4, ça fait 5. Et on voit bien que la valeur de ans a changé et vaut 5 maintenant. On peut faire aussi c égale a plus fois b. Et donc là, on a créé une troisième variable c, enfin une quatrième variable. Une petite commande qui n'est pas mal à utiliser, c'est clear, qui permet d'effacer des variables. Alors si là j'appuie sur entrée, ça va effacer toutes les variables. Mais si je veux effacer par exemple que b et a, je mets b, espace a, j'appuie sur entrée, et les variables ont disparu du workspace, il ne reste plus que la variable c et la variable uns. Et si je fais juste clear, sans mettre de variable à côté, ça efface tout le workspace. Et si on veut effacer la commande window, c'est lc pour clear command, entrée, et voilà, tout est effacé. Bon, alors je vous ai montré les additions, les soustractions, mais MATLAB possède aussi d'autres fonctions, comme le cosinus, entre parenthèses. Donc on va faire cosinus de 60, hein, ça vaut combien? Ça fait n'importe quoi, parce qu'en fait, MATLAB considère que ce qu'il y a entre les parenthèses du cosinus, c'est en radians, et pas en degrés. Donc si on fait cos de pi, ça fait moins 1. Voilà. Pareil, si je fais cos de 3,14, enfin 3,14, ça fait moins 1, mais bon, d'accord, c'est pareil. Donc MATLAB considère que les cosinus, les sinus, la tangente, etc. ont des angles en radians. Si vous voulez les mettre en degrés, vous faites cos d pour degrés. Voilà. Et pareil pour les sinus. Voilà, ça c'est racine de 2 sur 2. Mis à part ces fonctions trigonométriques, MATLAB possède évidemment tout ce qui est racine carrée, logarithme. Donc SQRT pour square root en anglais, qui veut dire racine carrée. Donc racine de 4 c'est 2, ou moins 2, mais ça il ne le mettra pas. Il gère aussi les imaginaires, donc si on fait racine carrée de moins 4, c'est 0 plus 2i, ou moins 2i, je ne sais pas pourquoi il ne met pas le moins. Évidemment, il possède aussi la fonction logarithme népérien, sauf que si vous mettez ln de 2, voilà, une definite function ln. Pour eux, le ln, ça s'écrit log. Voilà, donc log de 2, c'est l'équivalent de ln de 2 pour nous. En revanche, notre log à nous, donc le log décimal, s'écrit dans le code MATLAB log 10, de 2 par exemple, voilà. Donc il faut faire attention et il faut bien mémoriser ça parce que ça peut être utile, ça évite de se retrouver avec ce genre d'erreur. Il y a évidemment la fonction exponentielle, donc c'est exp de la valeur que vous voulez, hein. Bon, non pas 0, exp de 1. Donc voilà, ça c'est la valeur de e, de notre petit e que l'on connaît. Bon, évidemment, MATLAB possède énormément de fonctions, je ne vais pas toutes les citer, ça serait beaucoup trop long. Si vous désirez les savoir, vous allez ici dans la documentation et vous tapez le nom d'une fonction qui vous intéresse. L'aide est en anglais, rêvez pas, elle n'est pas en français, vous la trouverez pas. Bon, alors une petite précision pour ceux qui espèrent trouver pile le programme qu'il leur faut sur le net,
ça va être très très difficile parce qu'il existe des milliers de façons différentes d'aborder un problème. Donc les aides que vous allez trouver, ça va souvent être les traductions simplement des aides que l'on peut trouver sur MATLAB qui sont en anglais. Par exemple, si je tape help cos, voilà. Pour lui, le cosinus, c'est le cosinus de l'argument, donc ce qui est entre parenthèses, en radian. Donc l'argument, c'est ça, hein, c'est x. Et voilà, donc c'est en anglais. Bon, là, c'est pas très compliqué à comprendre, mais il y a d'autres fonctions qui sont quand même bien plus difficiles, comme transformer de la place. Voilà. Et vous avez ici quelques exemples. Et si vous voulez voir ces exemples d'une manière plus visuelle, il suffit simplement de taper le même mot ici, la place, voilà. Puis là, vous avez déjà les quelques aides qui sont disponibles. Je vous mets directement ce qu'il a. Donc voilà, là, on voit que c'est exactement la même chose que ce qui était écrit avant. Simplement, c'est un peu plus visuel. Tout à l'heure, on a créé deux variables A et B qui ont disparu maintenant du workspace. Donc si ici je tape A plus B, il va me dire une definite function de variable A. Il va s'arrêter à 1. Il va lire ici, il dit hop, 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 je ne connais pas, donc je ne vais pas plus loin. Hop, une erreur. Pareil sur mes B. On va les recréer, on va mettre A égale 1 et B égale, on avait pris quoi, 4. Voilà. Alors là, ce qu'on peut faire, c'est par exemple savoir la taille de A. Voilà, donc A est une variable à une ligne et une colonne. Donc ça veut dire un nombre, quoi, un scalaire. Pareil, si on fait size de B, il va nous ressortir la même chose, puisque A et B sont les mêmes. Alors on va créer un tableau de nombres, cette fois, qui contiendra tous les chiffres, donc qui va de 0 à 9. Voilà, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Une ligne, 10 colonnes. Une ligne, 10 colonnes. 1, 2, 3, etc., etc. On va créer un deuxième vecteur maintenant, y est égal à 2 fois x. Donc voilà, au lieu que ce soit 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc., c'est la même chose, mais tout multiplié par 2. Et si maintenant je me retrouvais avec un vecteur z, par exemple, qui est égal à 0, 2 fois 1, 4 fois 2, 6 fois 3, enfin, x fois y, toutes les valeurs de x fois toutes les valeurs de y, voilà, il me met une erreur. Linear matrix dimensions must agree. C'est l'erreur que vous allez avoir le plus souvent dans MATLAB parce que vous essayez de faire un calcul matriciel qui est impossible mathématiquement. Effectivement, le vecteur x c'est un vecteur ligne et le vecteur y est un vecteur ligne. Si vous essayez de les multiplier l'un par l'autre, c'est impossible. En revanche, il existe quelque chose qui s'appelle la transposée en maths. C'est l'apostrophe que l'on met juste après un vecteur. La première ligne va devenir la première colonne et la première colonne va devenir la première ligne. Voilà, 10 lignes, une colonne. Le prime ne s'applique ici que y, donc c'est bon. C'est pas du tout le résultat que je voulais avoir. C'est normal que j'obtienne un scalaire. En revanche, si je fais... Voilà, j'obtiens un autre résultat. Et pareil, si je fais z est égal à x point fois y, là j'ai obtenu le résultat que je voulais. J'ai multiplié toutes les valeurs une par une. Mettre un point permet en fait de multiplier les valeurs entre elles une par une. Et évidemment, ça marche pour la division. Hein. Voilà. Ah bah, comme on le voit ici, n à n not a number. Il ne met pas une erreur, hein, donc on a divisé 0 par 0, bah pour lui c'est pas un nombre. Et toutes nos valeurs valent 1,5, bon c'est normal. Donc, on a défini x comme étant les nombres allant de 0 à 9. Maintenant, si on fait sinus x, voilà, il nous fait le sinus de 0, ça fait 0. Le sinus de 1 radian, bon, ça doit faire ça sûrement. Sinus de 2 radian, etc. On va tracer notre première courbe en faisant plot. X, c'est ce qui va être sur les abscisses. Et sinus x, c'est ce qui va être sur les ordonnées. Oups, on n'oublie pas de fermer la parenthèse. C'est pas beau. Mais ça a presque l'allure d'un sinus. C'est très carré et ça ressemble à un sinus. Donc on va recréer un vecteur x, il va de 0 à 9 avec un pas de 0,1. Depuis sur entrée, voilà. Donc 0, 0,1, 0,2, etc. Le 0,1 ici, c'est le pas. C'est la valeur qu'il y a entre chaque valeur dans le vecteur. Donc on commence à 0, puis ensuite on ajoute 0,1, puis 0,2, puis... Enfin, on ajoute 0,1, ça fait 0,1, puis on ajoute 0,1, ça fait 0,2, etc. Jusqu'à ce qu'on obtienne la valeur 9.
Voilà, c'est un peu plus arrondi, c'est quand même plus joli, et c'est ce à quoi on est habitué en mathématiques. Allez, on nettoie. On va regarder rapidement les systèmes d'équations linéaires. Par exemple, x plus 2y égale 4 et 2x moins y égale 3. Alors, et voilà, x vaut 2 et y vaut 1. Donc elles sont apparues ici, elles ont remplacé les deux variables qu'il y avait avant. Alors, ce sont des variables symboles, et ce ne sont pas des doubles. Donc on verra plus tard ce que c'est que les symboles et ce que sont les doubles. Retenez qu'en gros, les doubles, c'est des nombres. Donc pour transformer cette valeur-là, là, le x, en valeur exploitable, on va écrire. Voilà, et on voit qu'ici, ben, le petit dessin a changé et que la variable x est devenue un double. Ça va être un nombre que l'on va pouvoir multiplier. Et donc si MATLAB est bon, normalement, ça fait 4, donc c'est bien le résultat qu'on espérait. Ça fait 3, donc MATLAB a bien réussi à résoudre notre équation différentielle. Alors regardons maintenant un petit peu ce qui s'appelle en anglais le layout ici, donc c'est la mise en page, c'est-à-dire comment vous organisez vos fenêtres qui sont ici et là. Donc évidemment vous pouvez les bouger, leur changer de taille en faisant ça ou ça, les déplacer aussi en le sélectionnant, en cliquant et en maintenant et en les déplaçant. Vous pouvez aussi les enlever en faisant, par exemple la commande history, moi je ne me sers à rien. Vous cliquez ici et undock pour débloquer et la fenêtre se retrouve comme étant une fenêtre extérieure à MATLAB. Enfin, c'est toujours dans MATLAB, mais c'est extérieur. Et si vous voulez la remettre, vous cliquez ici et dock. Donc moi je l'enlève, undock, et voilà. La fenêtre current folder ne me sert pas à grand chose non plus pour l'instant, donc je vais venir la mettre ici, en dessous de workspace. Non, non plus, oui, voilà. Bon, moi j'ai un petit peu de mal avec ça, mais bon. Donc là maintenant on a la fenêtre workspace ici, la fenêtre current folder et la fenêtre command window. J'ai mis command window en grand pour l'instant, mais ça va changer par la suite. Si la configuration vous plaît, vous cliquez sur layout et save layout. Voilà. Et hop, la sauvegarde est ici. Donc si on clique là sur command window only, on a que ça. Et si on reclique sur bla par exemple, voilà, c'est revenu. Enfin, pour finir cette petite introduction à MATLAB, on va voir comment écrire notre premier programme. Donc en langage MATLAB, ça s'appelle un script. Donc c'est l'icône qui est ici, vous cliquez dessus et une fenêtre va s'ouvrir. Voilà, ça s'appelle l'éditeur. C'est là-dedans que vous allez venir taper votre premier programme et que vous allez l'exécuter. Donc c'est parti. Voilà, donc là j'ai créé mon premier vecteur x qui est simplement les valeurs qui seront sur l'axe des abscisses. Alors, si on met un point virgule ici, la variable x ne s'affichera pas dans la commande window, mais s'affichera quand même dans le workspace, elle est quand même créée. Donc la première chose à faire lorsqu'on crée un programme, c'est bien entendu de le sauvegarder. Premier. Et là le format MATLAB c'est .m. .m veut dire qu'en gros votre fichier texte c'est du script pour MATLAB, donc c'est un programme. On sauvegarde. Et là, dans current folder, on voit qu'il y a le fichier .m qui est apparu. Voilà, donc là si je clique sur run, voilà, il m'a ici, il est venu me créer le vecteur x, qui est donc un vecteur à 51 valeurs. Petite chose à savoir assez utile dans tous les programmes, c'est de mettre %, et de taper ici un commentaire. Voilà, donc dès que vous mettez %, ce qui apparaît à droite, c'est ton commentaire, donc c'est pas exécuté dans le script. Créons maintenant le vecteur exponentiel de x, on va prendre y. Voilà, donc là si je fais run, ici dans la commande window, vous allez y va apparaître tout simplement. Donc voilà, y est apparu avec toutes ses valeurs. Allez, traçons maintenant la courbe. Voilà, juste un plot, on lance le programme. Et voilà, il nous a tracé la courbe de l'exponentielle de x. Continuons sur la lancée et traçons la courbe de racine carrée de x. Donc voilà, le vecteur z ce sera racine de x, on n'oublie pas le point virgule, et on lance. Alors là on a la courbe de racine de x, et la courbe d'exponentielle x a disparu. Alors si on écrit plot xy sans définir au préalable sur quelle figure il faut le tracer, à chaque fois qu'il va rencontrer un plot, il va prendre comme valeur par défaut la figure 1. Donc si je run, voilà, vous voyez en haut ici la figure 1. Et c'est la courbe de racine de x. Pour éviter ça, il suffit de donner un numéro à la figure.
Voilà, figure 1, figure 2, et maintenant, voilà, deux figures différentes avec deux courbes différentes. Alors, petite astuce à retenir pour éviter d'oublier les numéros des figures et à chaque fois de devoir remonter dans les programmes pour mettre le numéro, tout en haut du programme, vous écrivez fig est égal à 1, et à chaque fois que vous voulez créer une figure, vous écrivez cette syntaxe-là. Tout simplement parce qu'ici, la variable fig prend la valeur 1, donc ici, ça va être figure 1, et ensuite fig va être égal à fig plus 1, donc 1 plus 1, 2, et en venant ici, ça sera figure 2, et ensuite fig sera de nouveau égal à fig est égal à 2 plus 1, donc égal à 3, et ainsi de suite. Voilà, ça fait exactement la même chose, et on peut continuer comme ça à faire beaucoup de figures. C'est pratique lorsqu'on en a vraiment beaucoup à tracer. Oui, autre petite chose que vous pouvez ajouter en haut de votre programme, c'est clear, .clc. Comme ça, chaque fois que vous lancez votre programme, il nettoie la commande window et le workspace est débarrassé de ces variables. Et comme ça évite que vous vous retrouviez par exemple avec des variables déjà existantes ici et que vous les appeliez dans votre programme par erreur. Ça évite les erreurs de calcul. Dernière chose, mettez aussi en commentaire l'utilité de votre programme. Voilà, donc là on a fait notre tout premier programme, hein, très simple et très basique. Il n'y a vraiment rien d'extraordinaire. Et on va en faire un deuxième un peu plus compliqué. Allez, on va essayer de prendre un problème de banque cette fois-ci. Alors on va supposer qu'on a 10 000 € sur notre compte en banque, qu'on a un taux de 9% par an. Quel sera le solde du compte après un an? Bon, alors de tête, vous faites 9% de 10 000, ça fait 900 € d'intérêt. Donc au bout d'un an, on aura 10 900 €. Comment ce calcul s'est déroulé dans notre petite tête et comment on va pouvoir le programmer? Alors voyons ça tout de suite. Voilà, donc on sauvegarde. Et on lance le programme. Et on voit que le solde du compte ici c'est 10 900, donc c'est bien ce qu'on espérait. Notre programme fonctionne correctement. Alors l'affichage qui est ici peut être mis un peu plus en valeur avec certaines commandes, comme celle-là par exemple. Voilà, donc la commande disp permet d'afficher ce qui est écrit entre apostrophes ici. Là je n'en ai pas mis entre le D et le 1. Pour faire apparaître une apostrophe, il faut appuyer 2 fois dessus. Si on le fait qu'une fois, en fait il stoppe le commentaire ici, puis il souligne en rouge pour vous dire qu'il y a un problème. On en met 2, et voilà. Et ensuite je lui ai demandé d'afficher ce qu'il y a dans la variable solde. Si vous cliquez sur la variable solde, vous voyez qu'elle se surligne en bleu et qu'elle se surligne en bleu également dans le programme à chaque fois qu'elle apparaît. Donc on va cliquer sur la première, et par exemple si on met un deuxième L à solde, il nous dit que si on appuie sur majuscule et entrée, donc majuscule entrée, à chaque fois que la variable solde est apparue, il la modifie par celle que l'on vient de créer, donc il met 2 L à toutes les variables solde. On efface, maj entrée, et voilà. On met un point virgule ici, pour ne pas afficher deux fois, pour ne pas réafficher cette ligne, et on lance. Hop. Et voilà, le solde du compte au bout d'un an est 10 900. Alors comment ça fonctionne exactement? Bon, on peut analyser assez rapidement, hein. Là on lui dit tu crées une variable solde dans laquelle tu viens mettre la valeur 10 000, tu crées une variable taux dans laquelle tu viens mettre 0,09, tu crées une variable intérêt dans laquelle on multiplie la valeur de solde par la valeur de taux, et enfin la variable solde, tu la remplaces par la valeur de solde plus les intérêts. Voilà comment fonctionne le programme et voilà ce que l'on a effectué de tête tout à l'heure. Et c'est comme ça qu'il faut programmer à chaque fois que vous voulez faire un code MATLAB, ça évitera de vous planter en y allant étape par étape et en y allant doucement. Hop, puis si on regarde le workspace ici, vous voyez que les 3 variables que l'on a créées sont apparues. Donc vous l'aurez sûrement compris, MATLAB est un logiciel assez puissant, même si là ce n'était qu'un très bref aperçu de ce que l'on peut faire.
Il permet également d'importer des fichiers Excel et des fichiers TXT et de les convertir en matrices. Les concepteurs ont même ajouté des petits trucs au cas où vous vous embêteriez, hein. Vous mettez why et il vous répond. Ils devaient vraiment avoir rien à faire quand ils ont créé ça parce qu'il y en a vraiment beaucoup et je sais plus combien il y en a. Hop. Et enfin il y a tout un panel de vidéos démonstratives dans MATLAB. Donc si on tape démo, voilà, ça ouvre la page où il y a toutes les vidéos qui ont été faites par Mathworks, vous expliquant comment bien démarrer avec MATLAB, les premières bases, comment tracer les premières fonctions, etc. Et beaucoup de choses très intéressantes qui sont liées à ce logiciel. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vais continuer à en faire sur l'utilisation de MATLAB pour que vous puissiez savoir vous en servir un peu plus que juste faire des multiplications, des additions et tracer une courbe de sinus. A bientôt!